Pour ceux qui viennent d'arriver, pourquoi local? Parce qu'au fur et à mesure qu'on découpe les sites et qu'on en parle, de temps en temps, en fait, on ouvre l'admin pour faire nos petits tests. Et puis voilà. Du coup, c'est toujours intéressant de l'avoir sous le bras. Alors, et du coup, donc tout le monde est là. Bienvenue à tous. Je vous propose les nouveaux arrivants. Donc on a Bastien, Fabien, Nicolas. Tu étais là la dernière fois, je crois, non? Non, première Non. pour moi. Nicolas aussi. Donc Bastien, Fabien, Nicolas. Je vous propose de vous présenter rapidement en 2 secondes. Et puis après, j'ai sélectionné plusieurs sites qu'on va pouvoir tester pour les découper justement. Avec Gut, ce sera la première partie. Et puis après, je pense que vers 13h, à mon avis, un truc comme ça, on va couper et on passera aux réflexions sur le sujet du jour, qui était la gestion des méga menus avec Gutenberg ou surtout avec le FSE, qui est aujourd'hui un des gros, enfin, c'est un gros sujet. Donc l'idée, ce sera de voir comment est-ce qu'on peut imaginer gérer ça sans forcément tomber dans des solutions où on envoie des thèmes, des plugins tout de suite et des tanks pour faire des petites choses. Donc les nouveaux, je vous laisse attaquer. Je peux commencer si vous voulez. Après, du coup, sur le Discord, là, j'avais fait une petite présentation, même un peu longue. Mais en 2 mots, j'étais salarié jusqu'en octobre. Je me suis retrouvé au chômage et du coup, j'ai décidé de tenter l'aventure en tant qu'indépendant. Je fais du WordPress depuis 4-5 ans à peu près. Et le FSE, ça m'attire parce que c'est l'avenir, je pense, sur WordPress. Et puis, c'est plus simple que des solutions que j'ai testées aussi, comme Elementor ou des page builders comme ça, que je trouve. Et donc, je viens un peu apprendre et compléter mes connaissances sur Gutenberg de ce côté-là. Voilà, All right, bienvenue. merci. Nicolas ou Bastien? J'y vais. Moi, c'est Nicolas. Du coup, je suis développeur. J'ai commencé par du développement web à l'école. Ensuite, j'ai rejoint une agence digitale sur Paris qui faisait du WordPress. C'était un peu de la bidouille parce que personne en interne maîtrisait vraiment WordPress. Donc, j'ai appris sur le tas. Je suis resté 5 ans chez eux et après, je me suis lancé en freelance. Donc, ça fait 5 ans que je suis en freelance sur du WordPress. Je fais du sur-mesure essentiellement. Et là, j'essaie de me former sur le FSE parce que c'est une brique qui me manque pour être à niveau sur les dernières fonctionnalités WordPress. Voilà, voilà. Merci. Bastien. Ouais, excuse-moi. Du coup, moi, je suis DA motion designer. Ça fait, je regarde la date, ça fait un peu plus de 10 ans aujourd'hui que je suis en indépendant. Alors, je suis pas un expert WordPress ni même développeur, mais j'ai toujours eu un peu des notions en développement, en intégration. Et donc, c'est comme ça en fait que je suis très naturellement venu à utiliser WordPress dès le début, quasiment, je dirais. J'arrive plus à resituer mon premier site, mais je dirais à peu près 2010. En fait, ça doit correspondre avec mon bac. Donc, l'année où en fait j'ai dû mettre en ligne mon premier WordPress pour faire mon portfolio pour les écoles d'après. Et donc, j'ai vendu quelques fois du WordPress, toujours du sur-mesure. Mais là, récemment, j'ai arrêté de vendre du développement comme je reconcentre plus mon activité sur la DA. Mais c'est des sujets qui m'intéressent toujours puisque je les pratique pour moi, pour mon portfolio, etc. Voilà. Voilà, donc pour ceux qui se posent la question, un jour, oui, à convaincre Bastien de nous faire un sujet sur l'outil.
Et il nous fera un sujet sur l'outil. Et on a David qui vient de se connecter, et qui est nouveau aussi. Donc, je te laisse 30 secondes pour te représenter rapidement. Yes. Bonjour à tous, donc David du Studio Creative Bascrème. On est basé à Moucron, en Belgique, à 2 pas de Lille. On est surtout spécialisé dans l'image de marque. On fait pas mal de design graphique et en plus, on propose aussi des services de web design et de plus en plus, on essaie d'internaliser l'intégration parce qu'on rencontre pas mal de soucis avec différents prestataires et donc on aimerait bien pouvoir internaliser ça. La raison pour laquelle on a rejoint le Bitter. Voilà. On t'entend pas. Ton micro est coupé. Un. Pardon, je disais les anciens, bonjour, Darek, Patrick. Salut. Ils ont leur fauteuil, limite, ils sont sur mes genoux. Alors, du coup, on va commencer cette première session par découpage. Donc, petit rappel un petit peu c'est pas des règles, mais c'est un petit peu des bonnes pratiques qu'on met en œuvre quand on découpe des sites. Donc, j'en ai sélectionné 4. Volontairement, on a Bastien sous la main, donc j'en ai sélectionné des sites où il y a un peu des trucs qui bougent, l'animation, forcément. Passion. Voilà, passion, truc qui bouge. À chaque fois, l'idée, c'est. Bon, là, on en a 4. On ne s'est pas dit qu'on fera les 4, hein, bien sûr. Assez souvent, je les trouve sur Maxi Best of. L'idée, c'est surtout de répéter l'exercice à chaque fois pour se rendre compte qu'en fait, le potentiel créatif sur un projet ne dépend pas de l'outil. Et l'idée, c'est à chaque fois de se rendre compte que on ne va pas se poser sur ces sites-là la question de quel CMS ou comment il est fait le site. On va plutôt vouloir traduire une intention créative dans des blocs Gutenberg. Et l'objectif, c'est de se rendre compte qu'en fait, l'outil ne va pas vous brider. C'est plutôt la manière dont vous le connaissez et la manière dont vous pouvez l'exploiter qui va vous brider, en fait. Donc, en termes de comment on découpe, à chaque fois, on va prendre pour un site brique par brique. Donc, la première brique, ça va être le header. Ensuite, on va attaquer le hero, etc., etc. N'importe qui peut se proposer pour tenter ce découpage, que ça marche pas. En fait, on n'est pas là pour. On est là pour s'aider, donc n'hésitez pas à tenter le truc. On a à côté, je vais le mettre là-dedans, on a notre petit onglet pour faire nos tests à chaque fois. Ouvrir une page, ouvrir un template. Et à chaque fois, ce qu'on va essayer de distinguer, donc quand on va analyser un site, ce qu'on va essayer de distinguer, on va essayer de faire la différence entre ce qui est de l'ordre de la gestion du thème, donc avec le FSE, gestion des templates, et ce qui est de l'ordre de la gestion du contenu. Et en général, quand on se place dans ces 2 cas de figure différents, l'idée, c'est que ça va nous aider à parfois prendre des décisions. Et je ne partage pas mon écran, effectivement. Merci d'arrêter. Oh, qu'est-ce qu'il est fort. Pardon. Alors maintenant, normalement, vous voyez le partage. Check. Donc, vous en avez 4 qu'à la limite, je vous laisse ouvrir chez vous. Le premier, netzero.sa. Netzero.sa pour le deuxième. Le premier, pardon. Le deuxième s'appelle numanshq.com. numanshq.com. Le troisième, c'est Matic, M-A-T-I-C, robot avec un S à la fin.com, maticrobots.com. Et le dernier s'appelle catalogue avec un Q, Q-A-T-A-L-O-G.com. Donc, ce sont les 4 qui sont là. Avons-nous des téméraires pour se lancer? Vous pouvez vous lancer sur celui de votre choix, hein, bien sûr. Il n'y a pas d'ordre en particulier. On a perdu tout le monde. Non, non.
Sur Net Zero, Allez. le premier, la bannière héros, là. Dans le héros, on va avoir ça, parce qu'il faut qu'on le gère aussi, ça. La navigation, Ouais, tu veux dire? exact. Comment est-ce que tu gérerais la navigation? Dans le header, faire un groupe en ligne avec le logo, une navigation et un bouton avec un space between. Ok. Comment est-ce que... Alors, qu'est-ce qui... Après, faut le mettre. Qu'est-ce Faut qui le... te fait dire que c'est un bouton, en fait? Pardon? Qu'est-ce qui te fait dire que c'est un bouton? À droite, le Get Start, Ouais. parce que ça y ressemble. Ok. Alors, le fond de ma question, c'est... C'est un lien ouais, qui En ressemble fait, à on un. va vouloir définir si c'est un bloc bouton ou si c'est un item du bloc navigation. D'accord. Là, c'est tout con. On regarde la version mobile du logo. Ah ouais. Et là, on voit que... Alors, attends, c'était quoi l'item? L'item, c'est Get Started. OK. On voit que Get Started, si c'était un bouton, en fait, il serait en dehors du burger. Ouais, tout à fait. Donc là, Je en suis pas fait, allé jusqu'à la version mobile. voilà. Donc là, ce qu'on voit, c'est que en fait, Get Started, c'est probablement un item du bloc navigation. Sur cet item, il y a une classe. Et en fait, la classe sur cet item nous permet en desktop de l'avoir en absolute par rapport au header qui est relatif. Ok. Les Donc, CSSE, vous confirmez? vérifier. Après, c'est pas du WordPress, il faut juste me dire comment on le ferait sur WordPress. Oui, c'est ça. C'est pas du WordPress. C'est comment est-ce qu'on le ferait dans Gut. Enfin, toi, tu dis qu'il est intégré à la navigation, c'est ça que tu dis. Hein, si je me Ouais, comprends. moi, je dis qu'il est intégré à la navigation en fait parce Moi, que d'accord. en fait, comme il est dans le burger, même s'il est en bas. Ouais, mais en fait, si tu pars sur un header et que tu as un élément logo, un élément navigation et un élément où tu as le lien qui ressemble à un bouton, les trois, tu peux les espacer avec Flex et en fait, tu n'as pas besoin d'intégrer Get Started avec la navigation, normalement. Et tu peux Ouais, les déplacer ou se cacher, tu vois. oui, c'est ça, mais ça veut dire que nativement, si on fait le bloc logo du site, bloc navigation et Ouais, bloc bouton avec ça, ça veut dire ok. que de manière naturelle, sans manipulation supplémentaire, quand je passe en mobile, j'aurai le burger et à côté le get started. Ce qui pour moi, créativement, c'est OK aussi. Hein. Je veux dire, avoir le CTA principal à côté du burger en mobile, ça a du sens. C'est juste que, voilà, si on fait la traduction de ce site. Alors du coup, il y a un autre problème, c'est que, enfin un autre problème, non, c'est pas un problème, mais une autre question, c'est que les petits boutons anglais et ça doit être arabe, je pense, ils apparaissent dans le menu quand on est en mobile. Ouais, Alors que là, ils ont pas l'air d'être dans la navigation ici. ouais, bah, à mon avis, ils sont sans doute dupliqués. Tu vois, en mode en desktop, ils sont peut-être display none dans le menu et display block dans le contenu. Et quand tu es en mobile, ils doivent être en display block dans le menu et en display none dans le contenu. Ça, c'est possible aussi, une vidéo comme ça. Ouais, ok. Bah, pour moi, c'est possible parce qu'il y a quand même des éléments, il y a quand même des éléments HTML entre la navigation et le switch de langage. Donc, c'est possible. Je ne sais pas ce que les autres en pensent, mais Les deux sont faisables. Hein. Donc, en fait, ça revient au même. Autant Patrick tout à l'heure voulait sortir le bouton Get Started ou en l'affichant ou en le masquant en fonction de classe. Là, on a le même cas de figure avec le language switcher, quoi, du coup. ouais. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a un truc aussi. Alors, si par exemple, imaginons qu'on met le Get Started dans la navigation pour lui donner cette tête de bouton, en fait, ce qu'on peut faire tout simplement, c'est assigner la classe d'un bouton
Ah, l'élément de liste. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est WP. Alors, quand on fait un bouton, par exemple, tac. Je fais mon bouton, j'ai mon VP Block Buttons, mais il me semble que le lien, il a cette classe-là. Et typiquement, si on voulait que cet élément get started il ressemble à un bouton, en fait, on pourrait aller dans l'élément de liste de navigation et le lien lui poser cette classe-là, voir si ça marche. Ça se trouve, ça fonctionne. Ça se trouve, ça fonctionne pas, c'est pas assez. Mais si ça se trouve, ça fonctionne. Il y a la classe VP élément bouton aussi, je crois. Enfin, élément de button qui est rajouté aussi à tous les boutons. Ok. Et Ouais, je crois que c'est plus elle qui sert à faire l'aspect bouton. elle est. Tu veux dire celle-là? Ouais, faut voir lequel. Non, dans le lien aussi. Ah, ok. D'accord. Il y a 2 classes généralement dans les boutons. Et je crois que c'est plus élément de button qui sert à faire l'aspect bouton. Ok. Il me semblait que c'était le. Souvent j'utilise le link. Ah oui, parce que en fait, ça fait référence au style que tu charges dans le thème JSON. Ouais. Dans le thème JSON, tu peux charger du style pour des éléments HTML, notamment button, et c'est là où ça va Ah, taper oui. ça. Et tu peux charger du style pour des blocs. Donc ça va charger le style que tu prends dans le thème JSON pour l'élément button. Et ça va charger, ça va appeler le style du thème JSON pour le bloc button avec un S à la fin. Buttons. Ok. Ok, alors la suite. Je continue. Ouais, vas-y. Là, je ferai assez simple, hein, je pense. Je commence par mettre un titre. Mhm. En dessous, un bouton. Le switcher, est-ce que c'est 2 boutons qui ont des aspects différents ou est-ce que c'est une liste de liens? À mon avis, c'est le module de langue qui te file le truc, je pense. Ouais, directement. Par contre, question, comment est-ce que tu fais sans faire de code pour gérer que là, on est un petit bouton et là, on est un grand bouton? Ah, le style différent entre le menu et le. Le style différent, nativement, on l'a, outline, fill, voilà. Après, moi, je mettrais. Et maintenant, je vois un grand bouton. Je pense que la plupart des boutons dans le site, j'ai pas fait le tour, mais doivent plus ressembler à celui de la bannière. Donc, je pense que je ferai un style particulier quand je suis dans le header. Ils sont grands. C'est pas lié aux règles de typo? Ah, petit bouton, taille de typo, je peux mettre un S ou un M, par exemple. Grand bouton, je vais dans les trucs natifs de typo, je peux mettre un XL. Donc, je peux te faire un petit bouton. Du coup, c'est natif, pas de code en plus. Donc, on peut avoir notre grand bouton vert ou notre petit bouton en contour en utilisant les styles de bloc bouton natifs et en utilisant la fonction typographie qui est accessible dans les boutons avec S et sans S, qui est elle aussi native. Du coup, là, typiquement, si c'est un bouton, tu as juste à sélectionner bouton taille de typo S, par exemple. Là, navigation, taille de typo S, et t'es tranquille. Et dans le thème JSON, tu configures que les boutons, par défaut, ils ont la taille, je sais pas, ça doit être M, parce que si on regarde partout ailleurs, ils sont plutôt gros, les boutons. Et du coup, c'est la taille de typo qui va générer le padding en plus aussi. On dirait qu'il y a une exception quand même sur les règles d'espacement, sur tous les boutons qui semblent être de taille M par rapport à celui du site. Sur les gros verts, là? Ah ouais, non, celui du header, pardon, il est plus petit. Je le veux, en fait, il est plus petit. je regarde le stream et je me fais avoir par les tailles. Ouais, il est plus petit.
Ok. Donc voilà. En plus, on voit raison de plus éventuellement pour suivre la piste de Patrick et mettre le truc du bouton. On a les mêmes animes au rollover sur les boutons. Donc ça nous permet de rationaliser un petit peu. Ok. Ok. Comment tu gères quel bloc pour gérer ce premier chapitre, on va dire, de page? Après, ça dépend jusqu'où on va, mais c'est vrai que ça a l'air de tout s'enchaîner. Enfin, jusqu'à l'image, on va dire. Euh, est-ce est-ce qu'il y a besoin d'y mettre dans un groupe ou pas? Je suis pas Alors là, sûr. la réponse, elle est simple, c'est on va simplement ouvrir une autre page et on va voir comment se positionne le H1 sur l'autre page. Si le H1 se positionne exactement de la même manière, voilà. Donc là, on a déjà une différence. Compagnie. Et en fait, on va essayer, voilà, donc le H1, il est là, à peu près. Ok. Donc, il est positionné à la même hauteur, c'est juste que là, il a une taille différente, mais ça, on peut gérer dans le truc. Donc, potentiellement, on n'est pas obligé t'es pas obligé de mettre un bloc en entrée de site. Tu peux directement mettre ton H1 et pour cette page-là, bah, ça se trouve, ça sera directement le bloc. C'est peut-être là où il y a un bloc hero. Ok, donc pas forcément besoin d'un bloc d'intro, d'une section d'intro. Tu disais image. Après, image, ouais. Après, bah, je pense que c'est un paragraphe. Enfin, ça ressemble pas à un titre, mais ou alors c'est un titre qui ressemble à un paragraphe. Ouais, c'est ça, paragraphe, ouais. Et puis, soit une galerie d'images, soit des colonnes avec des images à l'intérieur, quoi, pour les logos. Yes, alors galerie. Si vous faites une galerie, moi je vous conseille de faire un register style sur la galerie. C'est ce qu'on a là. Pour avoir un truc logo, pour pouvoir faire du style spécifique à une galerie logo. L'autre truc que je suis en train d'étudier en ce moment, c'est en fait galerie, ça peut avoir ses limites parce que le bloc galerie, notamment pour les galeries logo mobiles, ça peut être un petit peu en termes d'options du bloc, ça peut être un petit peu touchy en fait. On n'a pas forcément la latitude qu'on aimerait. Notamment si on passe par une galerie, la problématique c'est que nativement, va falloir être assez malin et assez précis sur le comportement mobile. Là, le comportement mobile, il n'y a pas de dégradation, il n'y a pas de logo qui passe l'un d'un côté. Chez moi, si, j'ai 2 logos qui passent en dessous, en mobile. Peut-être que je passe par l'inspecteur là. Mais en tout cas, le comportement mobile, il est plutôt précieux pour voir quel type, ouais, t'as ça, pour voir quel bloc tu choisis. Ouais. Là, enfin, d'expérience, moi je fais avec le bloc galerie où il y a une classe logo. Ça marche bien. Il faut juste bien penser à limiter, donner des tailles max aux images et puis juste penser à gérer correctement le responsive. Ce qui est compliqué avec le responsive, avec le bloc galerie et logo, c'est qu'en fonction des pages sur lesquelles tu l'utilises, tu ne sais jamais combien de logos est-ce que tu vas pouvoir afficher. Donc, parfois, tu as 6 logos, parfois 5, parfois 3. Et du coup, le rendu mobile, tu as quand même besoin de souplesse pour ça. Donc, dans ces cas, ça peut être un petit peu, parfois un petit peu embêtant. Ah, on a quand même un truc qui bouge. Ah, ouais, l'image, c'est. Alors, c'est quoi, du coup? C'est C'est du un loti. GIF? C'est C'est du loti avec des images de fond bake. OK. Et donc, tout le monde voit ce que c'est le loti? Ouais. OK. Donc, Bastien, il a du loti sur son site. Pas beaucoup. Ouais, mais attends. Avec quoi tu as intégré loti? Initialement, avec des plugins de blocs pour pas m'embêter parce que j'aime de moins en moins développer sur mesure. Mais en fait, ça me va pas du tout et je crois que la plupart du temps, j'ai mis du snippet. Je sais plus, il faut que je vérifie. En réalité, je ne saurais pas te dire. Il y a 2-3 choses qui ne fonctionnent pas non plus.
En tout cas, Lottie. Ouais. Parfait. Ok, point intéressant maintenant, cette section-là. En tout cas, c'était intégré sans interaction. Là, c'est du loti vraiment juste pour faire de l'animation. C'est la surface visible de l'iceberg loti. D'accord. All right. Alors, si on reprend et qu'on attaque ce bloc-là, il est intéressant. Bah, sans aller voir la version mobile, au départ, on aurait envie de commencer par faire un média et texte. Ouais. Après, il me semble que il y a une particularité avec le média et texte sur mobile, mais je ne sais plus si l'image est en haut ou en bas par défaut. L'image passe toujours en haut par défaut. Donc, c'est pas ça. Ou alors, il faut faire un style particulier pour le mobile. Ça pourrait, ouais. Après, je pense que c'est ce qui est placé dans le bloc pourrait marcher. Si c'est un média et texte, comment tu gères la couleur? Le vert foncé, on doit pouvoir mettre une couleur de fond au bloc média et texte en plein. Oui, tu peux. Et après, bah, je rajoute le média avec un padding. Et puis, Alors justement, le padding, comment tu le rajoutes? Bah, là, il y a deux écoles. Comment tu rajoutes le padding? C'est bête, hein. Mais il y a l'école de je le bah, rajoute à c'est la main. soit à la main comme ça, ouais, soit après avec un style particulier pour ce bloc, quoi. Voilà. Bon. Je pense que là, parmi tous les gens qui sont là, à mon avis, la réponse majoritaire, ça sera ça s'en va. Ça s'en Ouais. va. Et c'est Bah, ouais, enfin, ouais, ça dépend après à qui est destiné le site et quel usage il doit en être fait par le client, quoi. En fait, là, ce qui est intéressant, c'est que tu peux déclencher le padding que tu souhaites en fonction de la couleur de fond. Et en fait, là, par exemple, tu peux avoir un padding X. Quand tu es en white, tu peux avoir un padding Y un peu plus grand. Et quand tu es en full, tu peux avoir un padding Z encore plus grand. Et l'avantage, c'est que tu chartes tes 3 niveaux de padding plutôt que de tout gérer à la main. Ça veut dire que si demain ta charte graphique elle évolue sur le site, en fait, avec le CSS, tu auras bien plus vite fait de la répandre plutôt que de reprendre tous les postes à la main pour reprendre tous les paddings. C'est clair. Ok, ensuite, donc, comment tu gérerais tous ces petits éléments qu'il y a là-dedans? Bah alors, pour la partie droite, le contenu, qu'est-ce qu'on va mettre en haut? Bah, ça peut être un texte avec peut-être une mise en avant sur le chiffre, mais je ne sais pas trop si ça fonctionnerait parce que faudrait qu'elle soit partout dans le site de la même façon. Ouais, ce petit truc en haut, ou alors un groupe avec une ligne, enfin avec des éléments en ligne et puis un Alors, paragraphe particulier pour mettre le chiffre et enfin, avec un style particulier. ce que tu peux faire, en fait, pour voir comment tu gères ça, c'est que tu regardes s'il y a d'autres cas sur le site. Ouais, voilà. Il y a un autre cas. Le seul truc qui change, c'est quoi? C'est la couleur, mais la couleur, Elle va dépendre de la couleur de fond, ouais. exacte. Donc ça, tu as des classes si tu as une couleur green, tu sais que tu as une classe qui s'appelle as green background color. Donc ça, c'est des couleurs qu'on peut changer. Là, ça se répète. Il faut voir où est-ce que ça se répète. Si ça y est 2 fois, ça se répète aussi là. Donc ce que tu peux faire dans ce cas-là, ce qu'on voit, c'est que c'est des éléments de type, c'est du texte en fait. C'est pas des éléments, c'est pas forcément des éléments c'est pas des haches par exemple. Donc Ouais. ce que tu peux faire, c'est créer un register style sur le bloc paragraphe. Il s'appellerait pre-title ou bien pre-title stat ou un truc comme ça, ou stat. Et tu fais un paragraphe, tu lui assignes ce truc et ce style. Et ça, en fait, c'est le bold du paragraphe, par exemple. Ah oui, aussi. Ouais. Comme ça, pour ton client, c'est quelque chose de simple à gérer dans le sens où il met personnes sont déjà là.
Il va dans les paragraphes, il sélectionne son style sur la droite et après il met sa stat, il fait gras, il enregistre et c'est réglé en fait. Mm. Potentiellement, tu es sur une expérience qui est ultra rapide. Les autres personnes, n'hésitez pas à nous dire hein, si vous feriez différemment. La seule problématique, c'est que le bold, il est intéressant pour le SEO, par exemple, et que c'est pas forcément ce que tu veux mettre en avant. Ok, dans ce cas-là, tu mettrais quoi? Un italique, Ouais, bah après, italique, le seul problème, c'est que du coup, ton texte sera pas en italique, mais bon. Enfin, on va dire qu'en termes de syntaxe, c'est pas le mieux à utiliser, mais après, le highlight, je pense que c'est peut-être plus intéressant. le highlight alors, ok. Après, c'est ce que disait Fabien, c'est que ça risque de. Non, sauf si tu appliques un style bien particulier à ton paragraphe, et ben sinon ça va s'appliquer de partout, quoi. Sinon, moi, autre alternative, j'aurais tendance à créer un bloc réutilisable, tout préfet, et le client, il a juste à faire je dis n'importe quoi, un slash stat, et hop, il a son bloc tout fait, quoi. Il a juste à remplacer les textes. Ok. Et du coup, tu ferais un truc avec 2 paragraphes qui sont en flexbox, c'est ça? Franchement, ça dépend du cas. Imaginons que le chiffre, c'est potentiellement un custom field. Oui, je ferais deux blocs, quoi, du coup. Si c'est que de la saisie manuelle, non, oui, 2 paragraphes, quoi. Tu vois, ça dépend, quoi. Enfin, bon, Ok, donc 2 manières de faire. Plutôt en bloc pattern dans ce cas-là. Hein. ouais, franchement, ça dépendrait vraiment du Ok. cas, quoi. Donc là, déjà, pour un élément, on a plusieurs manières de faire. Donc ça montre bien que, en fait, la question, c'est pas de savoir est-ce que c'est faisable. La question, c'est plus de savoir dans le contexte du projet sur lequel je bosse. En fait, potentiellement avec les utilisateurs que j'ai, potentiellement avec des contraintes SEO que je peux avoir, quel est le choix le plus intéressant. Et puis après, pour le coup, chacun décide. C'est vrai que moi, je mets du gras parce que par rapport le highlight, je trouve ça un peu chiant parce qu'en édition, ça fait un peu plus de clics. Là où le gras, tu as ton raccourci clavier, etc. Et puis voilà. Mais voilà, en tout cas, plusieurs manières de faire rien que pour ce truc. Ok, titre, paragraphe, bouton. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce truc-là, en fait. Ça. On oublie l'animation ou on y pense aussi en même temps Non, moi, j'aimerais bien que ce soit ISO. Comment on vient intégrer ça au milieu là? Moi, je travaillerai avec une liste. Ça. J'essaierai de styliser une liste. Je mettrai un bloc supplémentaire et je travaillerai une liste et en fonction de, je sais pas, d'un élément extérieur ou d'un événement, ça passe par exemple en active et cette active, ça fait que ça viendra mettre l'élément de la liste dans le bon design. Ok, alors quels sont les éléments qui peuvent te faire arbitrer le choix que tu passes par une liste et pas par un mode plutôt média? Parce que pour moi, c'est la construction qui se rapproche la plus en termes de. Imaginons que tu veuilles en mettre. Non, je sais pas. Non, je sais pas. Ok, moi j'ai un critère tout bête, c'est combien de fois est-ce que je retrouve ça dans le site? Dans le sens où si par exemple je retrouve ça une fois ou 2 fois et que ça n'a pas vocation à être mis à jour très souvent, je pense qu'on a plus vocation à l'avoir sous forme d'un média tel qu'il soit ou de quelque chose qui est déjà fait. Si on retrouve cet élément plusieurs fois sur le site et que c'est vraiment quelque chose de névralgique en fait à la créa, là effectivement ça peut justifier quand on va partir sur du style qui impacte plus de taf. Pourquoi? Parce que effectivement on a des trucs de liste, mais dans le truc de la liste on a un gros élément là, potentiellement on a la suite qui peut passer sur 2 lignes et on a l'icône en fait.
Donc, ça veut dire si on prend une liste native, d'accord. En fait, tu le retrouves bien sur les autres pages. Hein, s'il vous plaît. Hein? Tu le retrouves bien sur les autres pages, ce bloc. Ok. Bah, très bien. C'est question ouverte, hein, je n'étais pas allé voir. Hein. Oui. Après, il y a le facteur rendu visuel et développement aussi. Ouais, c'est ça. Même s'il est répété, je dirais. Ouais. Quel volume de développement ce truc te génère? Parce que là, du coup, tu as ça, ok. Si on part sur une liste, hein. C'est-à-dire que l'icône, là, typiquement, si on veut pas trop s'emmerder, l'icône, on prendrait l'option image en ligne. Parce que l'icône, c'est un média. Donc avec l'image en ligne, on peut reconnaître que bah, ça va nous sortir une image dans une LI. Cette image, on la fout en absolute sur la droite. On met un padding à la LI. Comme ça, en fait, le texte, il va pas niquer l'image. Et voilà. Et puis après, on a ça. Comment on fait pour ça? Parce que donc, pour ça, on peut retrouver le même principe qu'on a là. Si c'est permis là-dedans, effectivement, on Avec peut un avoir highline. Hein. Voilà. Après, comment est-ce que on retrouve ça? Parce que là, typiquement, on pourrait faire en flex avec une première data là. En plus, c'est pratique, il n'y a jamais d'espace. Un deuxième bloc de trucs, de mots, et après l'image. Donc, typiquement, si sur la LI, tu mets un display flex, tu pourrais démerder. Sauf que si tu fais ça, tu vas avoir carbon removal rate, ces trois mots, ils sont séparés. Donc, ça va être considéré aussi comme un. Il y aura, si tu mets l'écart, tu auras le même écart entre le poids, le carbon removal et rate. Donc, à la limite, ce que tu peux faire, c'est les unifier avec un truc qui les contient, par exemple. Mais voilà, donc il y aurait liste et sur les autres usages, ils sont animés ces trucs? Ouais. C'est animé on-load ou quand c'est trigger. Mais après, ça s'arrête. Ok. Alors après, en vrai, hein, moi je trouve que par rapport à l'usage qu'ils font de ces trucs, c'est souvent lié à une image. Et en fait, je trouve que c'est lié aux médias. Hein. En tout cas, si j'avais à le faire, c'est pas forcément quelque chose que je ferais en code, mais c'est quelque chose que je ferais lié aux médias, quoi. Parce que là, on a des principes un peu différents. Enfin, on a des principes proches, mais avec une espèce d'exception visuelle. Là, on a le même principe. Bon, en plus, ça va péter. Bon, ça pourrait. Moi, je me demande si je l'intégrerais pas aux médias. Hein. Là, je ferai un truc en mode avec le créa, une petite discussion pour rationaliser. Voilà, est-ce qu'on avait vraiment besoin de cet écart qui vient bouffer là-dedans? Est-ce que l'écart, on peut pas le gérer plus dans l'image? Comme ça, on sort un média où il y a tout. Parce que du coup, le rendu mobile. C'est ce que j'allais dire. Le seul inconvénient que je vois à ce média-là, c'est qu'il est très mal géré en mobile. Ça te bouffe les règles de marge. Ouais. Ça peut être tout, ouais. Donc là, à voir. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est typiquement le genre de sujet où il y a un truc à rationaliser avec le ou la designer du site. Donc toi, tu l'intégrerais directement à l'image, c'est ça, si je comprends bien? Ouais. Donc ça veut dire que tu viens load qu'une seule image, mais dans cette image-là, il y a l'animation qui est contenue dedans. Ouais, c'est ça. pour ça que tu veux. Un média. Après, une image, une vidéo. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Ok. Non, ça peut être tout et n'importe quoi. Parce qu'en Et fait, c'est pareil. mettre un média, parce qu'ici, dans un média, mais il y a ce masque-là. Là, il y a un masque différent, mais on retrouve ce délire d'animation par-dessus. Et en fait, à chaque fois, créativement, on se rend compte que la stat, elle vient accompagner le média, en fait. Donc, moi, j'aurais presque tendance à dire,
En plus, ça doit être il y a moyen que ce soit des médias et textes. Et, D'ailleurs, c'est le cas, hein, j'ai c'est l'impression. même splitté, hein. Il n'y a pas qu'un seul média, hein. Il y a image et l'outil par-dessus. Voilà. Non, Ouais, mais Ça, en c'est ce que fait, je tu veux peux garder la main sur l'image à la limite. Ouais. Pour la modifier quand tu veux. Je vais faire mon dev chiant, mais c'est pareil, ça en SEO, si tu l'intègres dans l'image, si c'est une vidéo, tu perds tout l'intérêt, quoi. Bah, dans ce cas-là, on peut le faire en 2 fois. En utilisant le bloc colonne, tu as Ouais. une image, tu as ton bloc loti de stats en dessous. Mais ils sont, là, ils sont séparés, il me semble, non? Ils sont séparés, oui. Ils sont séparés. Ouais, ils sont séparés. Après, du coup, ça implique qu'à chaque fois, tu dois les positionner à la main par rapport à l'image. Tu peux rationaliser. Là, quand l'image elle est en colonne 2, tu le positionnes en absolute en top 0, right 0. Quand c'est en colonne 1, en top 0, left 0. Et là tu as encore une autre exception. Ok. Donc il y a un truc là-dessus, il y a une règle à écrire, quoi. Après, ça dépend, parce que si tes médias sont tout le temps carrés, par exemple, je ne sais pas si c'est le cas là, par exemple. Ils sont tout le temps, pardon? Ils ont tout le temps le même ratio. En fait, si ton média il a tout le temps le même ratio, tu peux faire un truc en surimp qui a tout le temps le même ratio aussi, et tu n'as pas besoin de t'occuper du placement. Bah, faut quand même t'occuper du placement de la stat par rapport à l'image, quoi. Bah, Si ton placeholder de la stat, il a le même ratio que ton image, t'as pas besoin de le gérer à la main. bah, faudra que tu gères gauche-droite. C'est peut-être pas clair ce que je dis. Ouais, Si dans ton fichier, dans ton rendu de la stat, ton placement est déjà fait, t'as pas besoin de faire ton placement une fois qu'il est intégré. Ah oui, ouais, ok. Après, tu as un peu moins de souplesse, du coup, si tu veux tout rationaliser tous les placements mobiles, par exemple. Ouais. C'est vrai. Mais voilà, en tout cas, ça pose cette question-là. Ça, c'est le genre de truc où il faut discuter avec les créas d'une petite strat. Du coup, à mon sens, hein, on n'est pas du tout dans un truc qui est infaisable, hein. C'est aussi tout le but de l'exercice, c'est de se dire, en fait, avec ça, c'est pas forcément infaisable dans Gutenberg, c'est juste que c'est le genre de sujet où, quand tu l'intègres, bah, tu vois que tu as plusieurs manières de faire. Donc, il faut simplement se poser avec les gens qui ont fait ça, se poser la question des comportements mobiles. Là, tous les trucs qui sont l'un en dessous de l'autre. Ok, mais on peut pas faire des médias et textes parce que médias et textes, il peut mettre que des images. Et là, c'est centré, mais ça, c'est à gauche. Oula, rien d'impossible, mais des choses à rationaliser et à clarifier. Parce que sinon, je pense que ça va pas être content. Ok, qu'est-ce qu'on fait de ça? Ça, c'est un exemple hyper intéressant, ça. Je veux bien votre opinion là-dessus. Vu que ça bouge, ça peut pas être une image, enfin, ça peut pas être un média. Mhm. Donc pour moi, c'est 2 galeries. Mhm. On pourrait pas faire ça avec une galerie? Bah, vu que tu as un effet qui monte et qui descend, pour moi, non. Là, il faudrait peut-être 2 colonnes, tu vois, parce que en fait, c'est la colonne entière qui bouge. Ah, ouais, ok. 2 colonnes avec des images dedans? Ouais, tu peux faire ça. Ouais. Ok, donc déjà 2 pistes. Donc soit potentiellement on met 2 galeries, soit potentiellement on met 2 colonnes. 2 images. Non, ils n'ont pas mis 2 images. Alors 2 images, ça serait super chiant parce que du coup à gérer pour un éditeur de contenu, ça pourrait être un petit peu embêtant. Là, si je fais enregistrer une vie quoi. Ok.
J'ai l'impression qu'il est. Ouais, là, ils ont fait. Oh putain, ouais, ils ont fait ça. Si on se met dans un. Ils ont même fait plus, en fait. Ils ont 4 images en tout, là-dedans. Et nous, si on voulait bien le faire, on mettrait des logos en SVG, bien sûr. L'un après l'autre, donc soit avec 2 galeries, soit avec 2 colonnes dans lesquelles on fait bouger les trucs. Ça veut dire qu'on crée un register style pour le bloc colonne avec un S ou bien un autre register style pour le bloc galerie. Et ça nous permet de faire ça. Le bloc colonne, là comme ça, le bloc colonne me paraît presque plus adapté. Pourquoi? Parce qu'en fait, comment dire? Là, on a 2 colonnes. Ces 2 colonnes, on lui met un fond blanc. Et dans cette columne, en fait, on peut mettre un fond de la couleur là. Et en fait, c'est sur ce column qu'on peut mettre notre register style. Et du coup, on a directement le container pour l'overflow hidden, en fait, potentiellement. Il faudrait voir simplement s'il y a d'autres exemples d'utilisation de ce truc-là ailleurs sur le site. Il faudrait voir lequel est le plus facile à éditer pour un éditeur. Fin de page, loti. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur. Enfin, vous voulez continuer le débat sur ce truc ou est-ce qu'il y a d'autres questions sur cet exemple-là? Je peux rajouter un truc. Sur les logos, là, tu parlais d'Overflow Hidden. Ouais. Ça, c'est un truc qu'il faut faire super gaffe, en fait, parce que, effectivement, en front, ça va être nickel. Par contre, en back, si c'est rendu avec un Overflow Hidden, ça va être compliqué de gérer les logos, en fait. Parce que du coup, tu les verras. Overflow hidden dans le CSS, pas dans le Ouais. design. Ouais, non, mais même le CSS, il est appliqué en back. Voilà. En fait, c'est un bloc qui sera peut-être différent en back, en aspect qu'en front. C'est juste un truc à penser des fois. Ok. Il y a des trucs un peu compliqués comme ça. Good. Tu veux dire le back pour les éditeurs, c'est ça? Ouais, tout à Pas fait, ouais. de Ouais. modifications Comment tu rajoutes un logo ou CSS, pas, parce que du coup, ouais. c'est pas forcément tout visible. Des trucs comme ça. Ouais, bien sûr. All right. D'autres questions sur cet exemple-là? Nope. Nope. Ok. Alors, je quitte le partage juste 30 secondes. C'est juste pour retrouver des références pour ce sujet numéro 2 sur les menus et notamment les méga menus. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà bossé du coup des méga menus avec Gutenberg ou le FSE? Alors, Encore. en FSE, la navigation, c'est l'élément le moins bien fait pour l'instant. Ça, on peut le dire. C'est celui qui pose le plus de problèmes. Mais dernièrement, ce qui a été amélioré, c'est qu'on peut mettre n'importe quoi dans une navigation. Donc ça aide dans le but de faire un méga menu déjà. Tu peux pas tout mettre non plus dans un bloc navigation. Justement, c'est. Tac. Alors, je vous ai sélectionné là quelques exemples où on peut trouver des trucs plus ou moins simples et on peut voir comment est-ce qu'on pourrait les réaliser. Alors déjà là sur la ref que je vous ai donnée sur Newman's HQ, il y a ce truc. Voilà. Celui-là, pourquoi je l'ai garé? Bon, là on est sur des choses plus simples, mais qui peuvent être pièges hein, quand même. On a une icône, on a un texte de niveau 1, on va dire, un texte de niveau 2. Et puis après, on a un item avec du texte et un bouton. Ensuite, on a des choses plus conventionnelles où on a investir, on a la sous-liste
et la sous-sous-liste à côté, ou en tout cas une sous-sous-liste à côté, ou bien on a des trucs en 2 colonnes. Donc voilà, ceux qui ont déjà fait ça, comment est-ce qu'aujourd'hui vous bosseriez ce truc? Et qui l'a fait là en FSE? Personne encore. En FSE, non. Il n'est pas avec nous aujourd'hui. On a Benoît qui est sur des problématiques de ce type-là en ce moment. Et on réfléchissait avec lui sur ces sujets. Et c'est pour ça que je trouvais que c'est un sujet intéressant. Moi, aujourd'hui, j'avais pensé à un truc, notamment sur notamment dans les cas où vous avez un burger et en fait, quand on ouvre un burger, on a un truc complexe qui arrive, en fait. Mais ça peut être un petit peu la même chose en mode étant donné que potentiellement on peut mettre n'importe quoi en item de liste, on pourrait très bien se dire, bah là, par exemple, j'ai ma liste avec mes premiers éléments, enfin mes éléments niveau 1, reward, prix, produit, entreprise à prendre, et produit en sous-item, au lieu de mettre une autre liste, potentiellement, on pourrait se dire qu'on charge un bloc réutilisable, par exemple, synchronisé. Et ce bloc réutilisable, comme en fait un bloc réutilisable, c'est un contenu, dans ce bloc réutilisable, dans la gestion WordPress, en fait, on peut plus facilement gérer des éléments, des mises en page en colonne, des trucs comme ça, en fait. Donc, ça, c'est une piste que je trouve intéressante aujourd'hui à étudier pour les méga menus, se dire que on utilise des blocs réutilisables et en fait, ces blocs réutilisables, on va les injecter dans une liste, dans une navigation. Ou bien ces blocs réutilisables, on va les afficher. Par exemple, on pourrait imaginer que s'il y a un burger menu quelque part, bien sûr, là dans mes refs, il n'y en a pas. Mais s'il y a un burger menu quelque part, on pourrait très bien imaginer que ce burger menu, ce soit un trigger qui permet de faire passer le bloc réutilisable de visible à invisible, et que le bloc réutilisable de menu il soit dans le footer, par exemple. Donc voilà. Si je comprends ta piste, tu prendrais chaque product, par exemple, ça sera un menu à part avec seulement un item et des sous-items. C'est ça que tu veux faire. Et ressources, un autre menu. Okay. Non, je ferais, par exemple, pour ça. Après, c'est pas encore 100% mature aujourd'hui, hein. Mais pour ça, par exemple, je ferais un bloc navigation. Dans le bloc navigation, je mets reward, prix, produit, entreprise à prendre, télécharger l'appli si on veut, voilà, avec un style bouton. Et en fait, pour produit, entreprise à prendre, je mets un sous-item. Et dans le sous-item, en fait, je charge un bloc réutilisable qui s'appellerait méga menu produit, par exemple. Je vais tester, mais je crois pas que ce soit reçu. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça le truc. C'est que c'est un peu ça aujourd'hui, c'est un petit peu touchy. Ça voudrait dire que tu passes par un bloc custom en fait pour refaire une nav. Mais bon, alors, dans la piste que je comprenais, je me disais que tu essaies de hacker, je me disais si tu crées une navigation individuelle par bouton, effectivement, tu pourrais potentiellement réutiliser comme tu disais, la pop-up masquée du mobile, quoi. Qu'on réafficherait et il faudrait juste personnaliser le contenu, quoi. Ouais, mais en fait, pour moi, ça change pas forcément le problème parce que quand tout ce menu, ok, quand il va marcher, quand tout cette nav, en fait, les méga menus, ce qui pose comme problème, c'est que c'est des menus qui sont formatés. Il y a un layout en fait, tu as un layout en colonne, etc. Donc je trouve que là, si on met plusieurs naves, une nave par entrée, l'une à côté de l'autre, je trouve qu'en fait on est presque piégé parce que ça ne nous enlève pas le problème de se dire après tu as des mises en page à gérer à 3 colonnes, là on a 4 colonnes, parfois on en aura 3. Comment tu gères ce merdier, tu vois? Ah non, mais ça, c'est clair qu'idéalement, si on pouvait utiliser, faire du Git tout simple, donc prendre un bloc réutilisable, c'est le mieux. J'avais vu un plugin en bêta qui allait dans ce sens-là, mais j'arrive pas à le retrouver.
Ok. Et je crois que par contre, l'évolution de Gude va dans ce sens. D'accord. Ok. Tu vois, là, on a exactement le même truc. Hein. Tu as un item product, tout à ça. Tu vois, tu as un gros élément product. Ok, ça peut être le premier enfant de product. Ça peut être le deuxième enfant, troisième enfant, quatrième enfant. Et ça peut être le petit enfant, en fait. Le petit enfant. Ok, why not? Mais dans ce cas-là, t'as quand même. C'est quand même assez chaud, je trouve. Là, tu vois, t'as que des enfants, très bien, avec la flèche comme ça. C'est les mêmes que eux. Très bien, mais pourquoi ici ils sont en colonne? Alors pourquoi ici ils sont en une colonne alors qu'avant ils étaient en 3 colonnes? Pourquoi ici, tu vois, du coup, compagnie, ils sont l'un en dessous de l'autre, alors qu'avant ils étaient l'un un en dessous, ok, l'un un à côté. Donc ça voudrait dire que c'est le fait qu'il y ait un petit enfant qui déclenche que ces éléments ils soient à côté plutôt qu'en dessous. Mais t'en mets combien en fait? Jusqu'à combien de colonnes, tu vois? Ouais, là, sky is the limit. Là, on les a perdus, là. Non, mais justement, si tu pouvais mettre n'importe quoi comme contenu, donc entre guillemets, Ouais, c'est ça. en embeddant carrément un bloc réutilisable, là c'est une boucle de requête, là au-dessus ça pourrait être une bannière. Donc, Ouais. l'idée, c'est vraiment ça, c'est de réussir à appeler en enfant d'un item de la navigation un bloc réutilisable, quoi. Exact. Après, moi, le seul truc quand j'ai réfléchi à ça qui m'embêtait, c'est que quand on fait ça, en fait, on n'aura pas le mode actif. Tu vois? Bah là, c'est le cas. Là, typiquement, on devrait avoir dans le menu, on devrait voir que tes coups, c'est l'item actif. Donc, il devrait, je sais pas, sur fond noir, en gras, on s'en fout. Visuellement, il devrait être présent comme un élément actif. Product, c'est pareil. Avec le bloc navigation, en fait, tu as la classe current page. Je ne sais plus exactement ce que c'est le nom de la classe. Qui te permet de voir ce qui est actif. Là, si on embed un bloc réutilisable, le seul truc qui est chiant, c'est que bah, tes coups, on est comme dans le cas où on est. Enfin, là, à l'écran, on ne voit pas que c'est l'élément actuel. Mais ça, c'est un peu. Et navigue au clavier, il y a un truc qui est chiant, Ah tu ne peux pas y aller avec les touches tab non plus. Si, attends. Skip to menu, je voulais. Enter. Ah, bon, bah voilà. Autre élément fun. C'est juste pas accessible aussi. Elle est liée à quoi la condition? Est-ce que la prochaine fois que tu touches tab, aille dans les sous-menus? C'est quoi? C'est les éléments HTML qui sont pas bons? C'est listing de liens. Ah, regarde. Après, tu peux définir un ordre. Tu as un attribut pour définir l'ordre. Par défaut, tu plonges pas forcément dans le sous-menu? Non. Ok. Tant que le truc il aura chargé. En plus, c'est des P, c'est même pas des liens. Le tab index, voilà. Ouais, tab index aussi. Mais voilà, en tout cas, il y a ce truc-là. Demain, on pourrait peut-être insérer des compositions synchronisées pour gérer les méga menus. Il y a la question là de la règle. Hein, ça pourrait, hein, on pourrait se dire s'il y a des petits enfants, les items passent l'un à côté de l'autre. Il y a rien, ils passent l'un en dessous de l'autre. Ça, dans Product, tu peux faire une classe sur un list item, un register style sur un list item pour lui dire ça c'est le main, par exemple. Parce que tous les mains, ils ont la même gueule. Ça pourrait marcher. Après, en inté, je trouve que c'est le genre de truc qui peut vite devenir un petit peu ultra complexe à gérer, quoi. Est-ce que vous avez d'autres idées, par exemple pour ça? Comment vous vous démerderiez pour
celui-là, il est plus simple. Pour le coup, il est juste en item, enfant et petit enfant, quoi. Donc celui-là, tu peux utiliser les trucs simples. Et en dessous, tu vois, la deuxième ligne de phrase, Bitpanda, CryptoIndex et ne passez plus à côté d'un actif, tu as toujours la possibilité de mettre la description dans tes items. Et donc, il faut juste les afficher en CSS. Ok, et l'icône? Pardon? Et l'icône? Ça, moi, j'aurais tendance à faire du CSS. Mais bon, je sais que là, tu veux qu'on utilise que du Git. Là, j'ai. Alors pourquoi? En fait, c'est pas faire du CSS gratuitement, c'est se dire que demain, ton client il doit changer une icône. Est-ce que tu as envie d'ouvrir ton éditeur de code, de vérifier si tu n'as pas des dépendances que tu dois mettre à jour ou des choses comme ça pour changer une icône? Ah ouais, non, je sais. Pour un méga menu que j'avais fait, on va dire, sur un WordPress classique, Ouais. en diminuant les walkers, je rattachais une classe à l'item. Tu mettais juste, je ne me rappelle plus ce que j'ai mis, mais tu mets genre icône et ID du média. Donc, il fallait uploader une icône dans la bibliothèque de média, Ouais. connaître l'ID du média et du coup rajouter la classe icon-ID du média. Bon, c'était le petit truc que j'avais fait pour Ok, je puisse vois. un peu bidouiller les icônes de son méga menu, quoi. Ok, ouais, je vois. Oui, ça peut. Ok. Ça peut être malin. Et du coup, ton icône, tu la charges en CSS en background d'image. Ouais, après, il y avait quand même une fonction à faire pour récupérer l'ID du média. Et puis, voilà. Il y avait quand même du PHP à gérer, quoi. Ok. Et comment tu ferais péter, sauter le in à 2 colonnes? Ah bah, une grille grid, quoi. Pour, donc, tu as l'item parent, l'item enfant. Chaque item enfant, bah, ça peut être réparti. Ah non, va à côté. Sur apprendre? Ouais, non, donc c'est forcément 2 colonnes, tu vois, de base. Non? Officier. Entreprise, t'en Parce as que là, il qu'une. n'y a pas d'enfant. Entreprise, t'en as qu'une. Et moi, ça me laisse penser que ça devrait être le comportement par défaut. Bah, du coup, je rajouterai une classe pour dire qu'il y a 2 colonnes, quoi. Mais bon. Va dans apprendre, il y a un petit piège encore. On a dans celui de droite, tu vois, tu as les. Voilà. Ils ont mis des news dans le truc. Ouais, voilà. Jamais assez. Il y a de la place, rajoutons-en. Ouais. Non, celui-là, il est chaud, quoi. Parce que pareil, là, du coup, il faudrait une boucle de requête dans ton truc. Parce que j'imagine que c'est une catégorie Bitpanda Blog et Ouais, sans doute. Ouais. BTC Halving 2024. Alors non, c'est pas une. Ouais, c'est blog, mais là, tu as du news et Bitcoin, donc je pense que c'est le dernier publié. Donc tu as probablement une boucle de requête. Donc voilà. Mais d'où l'intérêt d'une. Là, on y est, hein, d'avoir une gestion un petit peu simplifiée du truc. En disant, bah, ça se trouve, on a un bloc synchronisé dans lequel on met en page notre navigation et en fait, notre élément, notre méga menu, notre container blanc, en fait, ça devient un container dans lequel on vient appeler du contenu. Et après, on est libre. Il faudrait que je retrouve le plugin, c'est exactement ce qu'il faisait. Hein. Okay. Pour ce petit truc-là, faire comment? Parce que ça, c'est des cas qu'on peut croiser facilement. Donc ça, avec l'icône, c'est ce qu'on disait avant. Mais là, typiquement, icône, il y a un petit séparateur, il y a ce petit machin là. Comment est-ce que vous vous débrouilleriez?
Là, pour le coup, dans les nouveaux éléments que tu peux mettre dans une navigation, tu as le bouton. Je Oui. pense que tu peux mettre du texte aussi. Et du coup, je tricherai, hein, comme ça ferait mes trois éléments de navigation. Ensuite, je rajouterai un texte. Ensuite, je rajouterai un bouton. Et ensuite, je ferai que de l'habillage CSS. Mais Hop. Item 1. Item 2. Item 3. Item 4. Donc c'est en mode, on va là-dedans. On lui fait un petit. Et là, parce que là, on peut mettre que des. Parce que je suis à jour, hein, mais on peut mettre que des liens là-dedans. c'est que en parent que tu peux mettre du coup des boutons. Attends. Voilà, je voulais plus. Voilà, tu n'as que des liens. Et sur le parent, là, tu peux effectivement mettre peut-être plus button. Ça, je l'ai fait, je peux te dire. Ouais, parce que alors je vois comment tu avais fait, je crois. Tu avais fait un. C'est en glissant l'élément. Je pense que tu avais fait ça. Tu l'avais fait comme ça, Ah, possible, ouais. en glissant dedans. Tu n'avais pas fait à la régulière. Tu vas demander. Ouais. Et du coup, glisser un paragraphe aussi, si c'est possible. Et en enfant, tu peux pas le glisser. Alors, est-ce que je peux. Ça, c'est ça, franchement. Non, tu vois, c'est verrouillé. Dans les Ah si, vas-y. Ah, non, Ah, mais il ne veut pas me laisser au milieu. Alors, par contre, si je mets là, non, ouais. en premier item, non, il ne me laisse pas. Il y a un paragraphe, tu disais. Ouais. Pour faire les horaires, je sais plus c'était quoi le bouton. Le texte qui était juste avant le bouton. Non. Ok. Donc, c'est un sacré bazar. Hein. Comme le disait Patrick, hein, c'est peut-être la navigation, c'est l'élément qui c'est est pire. le moins avancé, on va dire. C'est là où ils ont le plus de travail. C'est fou. Et d'autant plus que je sais pas si vous avez vu comment c'est stocké en fait la navigation dans la base de données. Mais ça n'a rien à voir avec la navigation classique. C'est stocké dans un champ en fait, comme un objet en fait, dans la table poste. Ok. Donc ouais, il y a un sacré challenge pour réussir à faire des trucs custom là-dedans. Ils l'ont stocké là-dedans parce que du coup, pour que tu puisses switcher facilement d'une nave à l'autre. Bah, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ok. C'est un objet dans la table poste, c'est VP Navigation, je sais plus comment ça s'appelle. Et après, tu as les valeurs dedans. Donc, tu vois, c'est quelque chose que tu peux même pas gérer indépendamment. Enfin, je trouve que c'est, puis même au niveau, enfin, moi, c'est la chose avec les clients où il y a le plus de soucis, en fait, de compréhension, tout ça, pour accéder au menu, pour modifier les éléments. C'est pas ergonomique, c'est pas, non, pour l'instant, c'est pas top. Ok. Bah, dans ce cas-là, maintenant, vous savez que le premier d'entre nous qui tombe sur un sujet, sur un projet avec un sujet méga menu comme ça, on sait que bah on en a déjà parlé et on a sans doute de quoi réfléchir et essayer de penser des choses sur ce sujet en Ouais. particulier. En vrai, c'est juste que je l'ai encore jamais fait, mais j'irai carrément dans la piste que tu as dit tout à l'heure. Hein, afficher, je sais pas, moi je créerais des blocs réutilisables, voilà, et je dirais, du coup, je le ferais forcément en JS, je pense, je sais pas, mais. Bah ouais, moi après le seul truc qui me gêne, c'est que du coup, bah là, Ou non, même pas. on En fait, voit du pas coup, on voit pas qu'il est actif non plus. Moi, ce qui me gêne, c'est que t'as pas, quand tu fais ça, tu n'as pas cette distinction de quelle est la page active en fait. Ça, c'est un peu embêtant. J'ai l'impression très bête de designer. Hein?
J'ai une question très bête de designer. Tu peux pas mettre une petite couche de JS pour rendre ton menu, faire le bon menu actif en récupérant le slug, Même sans forcément JS, hein, d'ailleurs. même ça? Ok. Oui, tu peux récupérer un morceau de slug via le CSS, je crois, non? Oui. Oui, si, tu peux. Il y a un sélecteur. Il y a un sélecteur dans lequel tu peux. Mais bon, ça te fait gérer tout ça en CSS. Ça veut dire que Ouais, demain, ouais. tu as deux pages qui changent ou si tu as une nouvelle page qui est créée, par exemple, tu dois aussi ajouter ça à ton truc, à ton fichier Ok. CSS. Qui peut être un petit peu embêtant, quoi. Voilà. Est-ce que là, il nous reste un quart d'heure? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des questions en ce moment sur lesquelles ils aimeraient bien challenger tout le monde? Ça peut Moi, être j'ai des un questions de prod, ça peut être plus, hein, ça peut être des questions, voilà, j'arrive pas à vendre du Gutenberg, j'ai une galère pour produire du Gutenberg, je sais pas comment designer du Gutenberg, voilà. Les sujets sont vastes. Moi, j'ai un petit truc en ce moment, mais c'est j'ai fini le dev d'un site, il est donc en contribution côté client, donc sur un staging caché. Et du coup, vu qu'on découvre au fur et à mesure de certaines contributions des nouvelles mises en page à gérer, donc je fais des modifications à la volée du template et même de mes éléments, de mes blocs synchronisés. Bon, ça, à la rigueur, les blocs synchronisés, c'est pas grave, puisque c'est de la base de données. Mais sur le template, ça me fait du coup des modifications à faire que je dois rapatrier en local. Donc, en ce moment, quand je rapatrie, je compare du coup avec la version locale versionnée. Mais bon, ouais, c'est un truc un peu chiant. Donc, je veux savoir, vous, quelle était votre pratique à ce niveau-là où tout est verrouillé dès le départ et derrière, vous savez que la mise en page ne bouge pas, le templating ne bouge pas au moment de la contribution et, euh, et voilà quoi. Quelqu'un veut se lancer? Ouais, ça c'est c'est un des aspects un peu à gérer. En fait, c'est un peu pareil. Quand tu as des demandes comme ça, je fais un peu à la volée aussi, pareil sur la version staging. Par contre, je vais pas forcément sauver la version staging, je vais récupérer le code, tu vois, en affichant la source, un truc comme ça, et après le mettre en local, l'envoyer sur GitHub et après déployer, tu vois, pour que ma base locale soit toujours la source de vérité. En fait, Ah, ça ok, demande une gymnastique, tu vois. tu fais Mais dans ce ouais, sens. effectivement, ouais, dans ce sens, pour que toujours ma base locale soit la bonne. En fait, moi, du coup, là, temporairement, staging devient la référence. Et, et dès que j'ai dès que j'ai le temps de faire une pause de contrib, je leur dis bon, stop, les gars, je resynchronise local et puis je Ouais, versionne c'est du boulot. local. Disons qu'en faisant ça, à un moment donné, potentiellement, tu peux oublier quelque chose. Bah oui, c'est pour ça que je vous pose la question. J'ai peur d'oublier des trucs là. Voilà, et écraser ton staging avec ton local qui est pas à jour. Ouais, je suis d'accord. Bon, en général, ce que je fais, c'est je fais les modifs, par exemple en staging en direct sur le template. Et après, comme dit Patrick, après, je fais soit j'affiche le code, soit je fais un export du thème. Et du coup, ça va m'exporter les fichiers, ça va m'exporter le HTML avec des templates que j'ai modifiés et je le remplace. En fait. C'est ce que je fais en fait du coup. Tu vois, j'utilise create theme block, je le sauvegarde. Donc tous les nouveaux fichiers, enfin tous les nouveaux templates modifiés sont enregistrés en HTML et en PHP dans les patterns Ouais. et tout. Du coup, à distance, je lance mon script pour rapatrier le staging sur mon local. Et là, Ouais. grâce au versionning, je vois ce qui a bougé ou pas. Quoi. Après, tu as toujours des trucs chiants, tu vois. Par exemple, imaginons, tu fais. Attends, est-ce qu'on a un exemple quelque part? Forcément, un blog quelque part. Forcément, dans un blog, ils ont une colonne de droite. Voilà. Imaginons dans cette colonne de droite, tu vois, tu es dans ton template blog. Dans cette colonne de droite, à un moment, voilà, tu mets ça, subscribe to newsletter. Quand tu bosses en local, donc, dans ton template, soit tu vas appeler directement un formulaire dans la sidebar, soit tu vas appeler un bloc réutilisable, je ne sais pas, pour faire la promotion d'un produit ou un truc comme ça. N'importe.
Il y a certaines fois quand tu es en local ou quand tu es en phase de dev, tu sais pas encore, tu connais pas encore l'ID du formulaire, tu connais pas encore l'ID du bloc réutilisable, du bloc synchronisé que tu vas mettre dans ta sidebar pour faire de la promo. Et du coup, bah forcément, après, je synchronise le code des templates, je synchronise que dans la version locale, pas forcément en prod, parce que le truc, c'est que, je sais pas, j'ai copié du local à la prod, par exemple, mon template pour les articles. Ensuite, en prod, j'ai remplacé parce que bah, en local, ce truc-là, c'était l'ID 7. Bah, en prod, en fait, c'est l'ID 10. Donc en prod, je remplace l'ID 10. OK, c'est validé, ça marche. Bah, je ne veux pas tout le temps synchroniser le truc de la locale parce que sinon, je vais à chaque fois devoir remettre. Chaque fois que je fais une synchro, je vais devoir rechanger ça, quoi. Ah oui, mais c'est pour ça qu'il faut une référence. À un moment, la version distante, elle devient la référence, que ce soit staging ou prod. Moi, c'est le local que du coup, je squeeze. En tout cas, en termes de données, hein, le code est censé faire la référence, mais sauf au niveau du templating, qui en ce moment évolue à côté staging, quoi. Donc, et sinon, non, là, j'ai pas de questions précises, mais pour ceux qui vont faire des WooCommerce, j'en suis à mon premier WooCommerce. FSE, j'avais déjà fait des WooCommerce avant, mais là, bon courage, hein. Voilà. J'utilise au maximum ce qui existe et sinon j'évite de trop toucher, quoi. Tu nous fais un petit retour d'expérience? Ah non, parce que franchement, heureusement, c'est vraiment franchement un truc hyper simple. Et justement, j'ai l'occasion de ne pas pouvoir toucher. Donc voilà, je dis c'est comme ça et vous ne touchez pas. Mais j'ai essayé de bidouiller 2-3 trucs. Franchement, les blocs, ils sont très faits. On dirait que les anciens shortcodes WooCommerce, ils en ont fait des blocs, mais pas du tout manipulables. Donc en fait, c'est comme si tu appelais des blocs tout faits, quoi. Tu as très peu de. Et j'ai même pas essayé les hooks j'avais vu sur des forums WooCommerce, justement, qui disaient il y en a qui essaient de bidouiller les hooks WooCommerce à l'ancienne, et ben ça modifiait pas forcément les blocs et donc les rendus non plus. Donc non, apparemment WooCommerce, c'est loin d'être prêt encore pour le FSE aussi. Je pense qu'ils ont voulu basculer en FSE, mais trop rapidement, et qu'il y a plein de trucs qui sont pas encore optimisés et qui fonctionnent pas très bien. Qui n'ont pas tout pensé, quoi. Basculer en FSE pour eux, ça veut presque dire que pour chaque métadonnée d'un produit au commerce, tu as un bloc dédié pour le réafficher dans le template. Rien que ça. Wow. Et ça, c'est pour le templating. Après, pour la gestion de l'item, c'est encore autre chose, quoi. Moi, j'ai un site d'une cliente sur lequel tu peux commander des gâteaux et choisir la date, tout ça. Et après, sur le panier, c'est affiché la date de retrait, etc. Et c'est quelque chose qui apparemment ne fonctionne pas en FSE, mais justement, mes hooks, tout ça ne fonctionne pas en fait. Et quand tu as le panier FSE, en fait, il n'y a rien qui s'affiche, ni la date, ni rien du tout. Donc, voilà, il y a je sais pas, c'est bizarre. Il y a des trucs qui marchent pas. Je me rappelle au WordCamp à Porto, je crois que c'était il y a 2 ans maintenant, au WordCamp Europe. Il y avait une conférence d'un mec de e-commerce, justement, sur e-commerce et Gutenberg, machin. Et j'étais allé le voir à la fin de conférence et il m'avait fait le truc en mode tranquille, les gars, tranquille. Calmez-vous, détendez-vous. Parce qu'en fait, il m'expliquait que en fait, e-commerce, il y a une telle volumétrie en fait, de sites en ligne, de cas d'usage, une telle volumétrie de données et comment dire, de 14 000 manières de formater des données qui pourraient être formatées d'une même manière. Enfin voilà, c'est un peu le piège des systèmes ouverts. Que du coup, pour passer sur tous ces cas d'usage, c'était hyper chaud. Et qu'en fait, apparemment, il devait aussi gérer il ne devait pas simplement faire une transition tech, mais aussi gérer derrière en communauté comment tu accompagnes les gens à monter là-dessus et à faire la transition, quoi. Et là, ça, apparemment, c'est particulièrement chaud. Après, ce qui est bien, c'est qu'ils gardent la rétrocompatibilité. Et du coup, si tu n'as pas le temps d'essayer de bidouiller les trucs qu'ils ont mis en place qui ne fonctionnent pas très bien, tu peux toujours rester sur les anciens systèmes. Genre le checkout, typiquement, tu peux garder les shortcodes et ça fonctionne quand même. Ouais, ça c'est bien. Heureusement qu'il y a ça d'ailleurs.
Sinon, Ouais. t'as ton site qui est tout pété. Oui, puis surtout quand moi j'ai eu le cas où la transition elle s'est faite en plein milieu d'un projet pour un client et du coup j'avais pas le temps de me former sur le nouveau checkout et comment fonctionnent les blocs dans le checkout et surtout que c'est la partie la plus complexe. Donc pour le coup j'ai mis le shortcode et on verra sur un prochain projet. Ouais, de toute façon, c'est ça. En fait, c'est justement le site dont je parlais, là, il y avait une version, enfin, j'avais une montée de version. D'habitude, j'étais tranquille avec les WooCommerce, je passais la version supérieure. Et puis là, en fait, sans prévenir, c'est passé au nouveau checkout. Ouais. Et là, les dates marchaient plus, tout ça. Et là, tu fais, comment je fais? Et heureusement, tu peux désactiver et repasser à l'ancien panier. Heureusement, parce que sinon, t'es mal, quoi. Tu peux pas, il n'y a plus rien qui Ouais. fonctionne. Du coup, toi, c'était lié à WooCommerce, à une montée de version de WooCommerce, c'est pas à un changement de thème. C'est pas une question de thème classique à un thème FSE. Non, montée de version. D'un coup, c'est passé sans prévenir, Ok. checkout en bloc, et puis là, Ouais. mais sans demander, quoi. Tu vois. Et donc, il fallait le désactiver, en fait. C'est à toi de le désactiver, D'accord, d'accord. qui est assez fou. Mais de toute façon, en général, le plus problématique quand tu fais les mises à jour, c'est avec WooCommerce, hein, parce que WordPress, la plupart du temps, ça se passe très bien, mais dès que tu as les WooCommerce, alors là, attention. Forfait de maintenance x3, Mm. juste au cas où. Moi, j'ai une petite question pour vos clients quand vous utilisez Gutenberg. Est-ce que le back-office, il est fidèle à ce que vous avez en front ou pas du tout? Franchement, moi, à 90%, ouais, maintenant. Mon tout Ouais, premier, pareil. mon tout premier but, il y avait quand même des différences. Enfin, ouais, on va dire, j'étais à 60-70%. Et là, non, depuis mon deuxième, j'arrive à être quasi ISO, quoi. Mm. Moi, c'est modulo les styles que tu peux mettre dans le thème.json. Je charge pas, je fais pas plus. Ouais. Ok. Ouais, Pour tu fais bien ton collab, theme.json, ouais, ça marche nickel. ouais, tant que t'as. Moi, je trouve que tant que t'as typo en termes de font face, font size, ce genre de trucs, et qu'après, tu as le minimum de styles que tu spécifies dans le thème.json qui se retrouve. Moi, je considère que c'est même du plan de fantassin, on n'a jamais eu de client qui avait un problème avec ça, et je considère que c'est suffisant. Moi, d'ailleurs, ce qu'on m'a répondu, c'était merde. Le CTO freelance, là, on demand. Il est aussi sur le better, là. Merde. Jérémy? Jérémy, voilà. Ouais. Qui m'avait dit, et aussi JB qui m'avait sorti, de toute façon, à l'époque où tu faisais de l'ACF, tu avais un BO qui était différent du front, ça n'a jamais gêné les clients. Donc, n'essaye pas de te battre à avoir un BO ISO front, quoi. Ouais, mais c'est l'intérêt, tu vois, de Gutenberg. Si pour le coup tu updates vers Gutenberg et que enfin pour le client, je parle, hein, pas pour Ouais, bien sûr. pour le Ouais. client, si tu updates vers Gutenberg et que ton rendu il est pas fidèle, ça n'a pas vraiment d'intérêt, tu vois, à part que la contribution est un peu plus simple. Moi, je pense pas que ce soit l'intérêt. En fait, à mon avis, ça, c'est l'intérêt comment dire, c'est la communication officielle dans l'écosystème des gens qui créent des sites, en fait. Moi, je pense que ton client, dans tous les cas, un des premiers trucs que tu vas lui conseiller, c'est quand tu fais un brouillon, tu sauvegardes et tu as toujours ta page affichée dans un onglet à côté. Ton client, il va toujours double-checker sa page, etc. Et je trouve que, en fait, c'est. Il y a un moment, il faut qu'on choisisse l'énergie. Sur quel item est-ce qu'on met notre énergie, notre focus, en fait. Et pour moi, chercher du rendu 100% fidèle, c'est des contraintes un petit peu, pas d'ego, mais de. Si tu as un rendu fidèle back, front, ça n'enlèvera pas le fait que tu as une stratégie de merde, en fait. Or, si tu as une très bonne stratégie, en fait, le fait que tu aies un rendu différent en front et en back, il n'enlèvera pas à ta bonne stratégie le fait d'être une bonne stratégie, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Après, si tu peux faire, enfin, qui peut le plus peut le moins, tu vois. Donc, si tu peux avoir une bonne stratégie et avoir un rendu fidèle, Si tu arrives à le vendre. oui, c'est ça. Encore une fois, c'est toujours ça, c'est toujours si tu arrives à le vendre. Après, oui, clairement, c'est un coût en plus si tu veux être fidèle 100% sur le back-office. Après, moi, pour le coup, vraiment, vu que j'appelle en back-office ma feuille de style front,
forcément, à part quelques cas où tu dois rajouter des classes en plus pour dire Ouais. ils ne sont pas tout à fait la même hiérarchie en BO. Donc tu dois juste doubler le nom de tes classes, mais les styles sont les mêmes. Voilà, c'est juste des fois quand tu vois que le style ne s'applique pas en BO, tu essaies de repérer en BO comment c'est appelé, et donc tu rajoutes une classe par rapport à ta classe front, et voilà. Mais après, comme je l'ai dit, il faut vraiment qu'il y ait un gros écart pour que je prenne le temps de ça, quoi. Mais maintenant, C'est ce que je fais aussi, tu vois, je charge ma feuille de style, donc j'ai pas grand-chose à changer. Il y a juste sur des cas un peu particuliers, genre des sliders où ils s'affichent l'un à côté de l'autre, et comme le JS n'est pas chargé dans le BO, là, ça va faire quelques ouais, voilà. et tout. Mais c'était ma question, du coup, de savoir si vous gériez aussi le BO ou si vous aviez juste le thème.json qui fait le taf. Bah, du coup, moi, thème.json et la feuille de style front, quoi. Moi, c'est thème.json uniquement. Ok. Et Patrick, il est d'accord avec tout le monde. Non, mais en fait, Il a faim. En fait, déjà, si tu as ton theme.json qui est bien utilisé déjà, tu as un style front et ça s'applique, et tu as à peu près pareil. Après, il y a toujours des différences parce que forcément, en back, tu as des champs éditables, tout ça, donc tu as un peu des trucs différents. Où ça pose le plus de problèmes, c'est les sliders, comme tu disais. Et ça pose problème surtout pour ajouter les éléments. C'est là où ça devient compliqué. Et surtout quand tu as des blocs custom que tu as vraiment développés en JS avec la technique WordPress. Là, ça devient un peu plus complexe, mais la plupart du temps, ça colle, quoi. Ça colle à peu près, quoi. Ok. Bon, on arrive au bout de cette session. D'autres questions, d'autres points, d'autres. Tout le monde a faim. Yes. On va aller manger. Bon, merci beaucoup en tout cas à tout le monde d'avoir été là pour cette reprise. Comme dit, pour les prochains, n'hésitez pas à proposer des thèmes. Aujourd'hui, on parlait menu. Je vais relancer Bastien, hein. En plus, tu es là, t'entends. Je pense que ce serait pas mal une petite session une fois sur le loti pour voir un peu ce que ça implique, etc. Et de votre côté, bah, si vous avez des suggestions sur les sujets qui peuvent compléter des découpages de sites, n'hésitez pas. Ça peut être des études de cas aussi, hein, de sites. Faut pas que vous hésitiez à proposer. Ça peut être intéressant. Je sais pas, ça peut être un GUT que vous auriez fait à une certaine époque. Comment vous le referiez aujourd'hui? Plein de choses. N'hésitez pas à poster ça dans le Discord. On en discute et puis on s'organise ça. Ok. Dans le prochain, on essaie de voir pour dans 2 semaines à peu près. Je verrai, je vous proposerai des dates. Ok. Yes. Good. Bon. Allez, bon après-midi tout le monde. Bonne après-midi tout le monde. À la Voilà, prochaine. ciao. Ouais. Ciao.